nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. La mission que l'on s'est fixée, qui est de simplifier l'industrie bancaire européenne. Plus la montagne est haute à franchir, je pense plus ça nous galvanise. Ce qui nous intéressait, c'est d'attaquer les banques là où ça leur fait le plus mal. L'avantage de lancer une boîte très jeune, donc moins de 30 ans, c'est d'être un couillon. 40 nuances de Next, c'est parti en version rodéo. Très rapidement, on aura du rodéo parce que 2 entrepreneurs pour la première fois dans notre épisode avec Charles Aigli et Geoffroy Guigou de United Credit. Rodéo aussi parce que Olivier, en quelques secondes top chrono, on va pouvoir rappeler qui sont tous les partenaires qui nous soutiennent et toutes les bonnes raisons de nous écouter aujourd'hui. Bien sûr, ravi de te retrouver Thomas. Écoute, je rappelle quand même que tu es le cofondateur de Feuille Blanche et du collectif Les OVNIs. Et ravi à chaque fois de faire ces épisodes avec toi en mode confiné. C'est ce qu'on appelle entre nous le télé-podcast, c'est-à-dire qu'on n'a pas de studio. On est chacun dans nos régions, dans nos appartements, dans nos maisons. Mais on arrive à faire de la vraie radio. Donc c'est sympa. Alors, nos partenaires, c'est important de les mentionner parce que le podcast, il existe aussi parce qu'il est relayé. On a des partenaires éditoriaux, mais on a aussi des partenaires médias. Donc je citerai La Tribune, le journal, avec Philippe Mabille qu'on entendra plus tard, Madines également, et France Digital qui rassemble les startups et les entrepreneurs et qui forcément est partenaire de ce podcast qui est dédié aux plus grandes des startups françaises, le Next 40, et enfin la French Tech, sous l'égide du ministère et de Bercy, qui est également un partenaire important pour 40 nuances de Next. Et un partenaire studio avec Saoti qui nous permet, comme tu l'as dit, de faire du télépodcast. Et moi, j'en oublie les convenances. J'ai oublié de te présenter. Donc, merci Olivier Mathieu d'être avec nous comme chaque épisode. Je rappelle que tu es président de The Camp, vice-président de France Digital, entrepreneur et investisseur. Voilà, c'était l'intro en mode rodéo. C'est parti pour un rodéo avec nos 2 entrepreneurs. Charles, Geoffroy, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, nous sommes là. On est bien là. Eh bien, nous partons tout de suite dans le monde des startups, du Next 40 avec la rubrique Pitch. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. C'est le pitch qu'on appelle Before and After, parce que je rappelle que le Next 40, c'est les grosses startups, voire les scale-up, qui ont déjà beaucoup de réussite derrière elles. Alors, il y a forcément des embûches dans votre parcours, mais probablement, quand vous lanciez United Credit, qui s'appelait Prêt d'Union, je le rappelle au départ, là, vous aviez sans doute un pitch et peut-être qu'il a évolué avec votre maturité. Donc, c'est ce qu'on appelle le Before and After. Comment vous racontiez l'histoire à vos premiers investisseurs ou peut-être à vos grands-mères ou à vos proches. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous le racontez à nouveau maintenant que vous êtes établi ? Alors au tout début, avant 2011, quand on n'était pas encore lancé, on se présentait comme une plateforme de crédit entre particuliers française. À savoir, on sollicitait des épargnants, personnes physiques, dans le but de financer des crédits à la consommation à d'autres consommateurs français. Donc ça, c'était le pitch du début. Aujourd'hui, on se présente comme une plateforme tech de crédit aux particuliers, pan-européenne. Donc, on exerce dans 5 pays, France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne. La dimension financeur est devenue plurielle. On a beaucoup de prêteurs institutionnels, des assureurs, des banques, des asset managers, et on a également quelques particuliers. Mais les particuliers financeurs sont devenus très minoritaires. Et également, on a aussi désormais une brique B2B, c'est-à-dire que on propose notre plateforme tech à des entreprises qui souhaitent lancer une offre de crédit conso. Et à ce moment-là, nous, on agit en tant que software provider.
Charles, tu l'as dit, le pitch a changé et du coup, j'imagine que l'entreprise aussi. Alors, est-ce qu'elle a changé de nom parce qu'elle changeait elle-même? Comment tout ça s'est embarqué et j'imagine avec une mission aussi qui s'est affinée? Oui, il y a eu une constante qui est la mission que l'on s'est fixée, qui est de simplifier l'industrie bancaire européenne. Ça peut paraître très ambitieux, peut-être prétentieux, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on s'est levé un jour de 2009 pour créer United Credit. Et on s'est attaqué en particulier au domaine du crédit, parce que quand on veut simplifier l'industrie bancaire, il faut commencer par le domaine le plus complexe, le plus opaque, le plus décrié parfois, qui était justement celui du crédit. Donc il y a une continuité dans la mission que l'on s'est fixée, c'est toujours la même aujourd'hui. Même si le pitch a évolué. Et puis, il y a aussi une autre constante, c'est la culture de la boîte, la culture de l'entreprise qu'on a créée. Elle s'est solidifiée au fil du temps, alors que tout l'enjeu, quand on grossit et quand on est une scale-up, qu'on passe de 0 à bientôt 400 personnes, c'est justement d'assurer une continuité de la culture. Quand on part avec un projet comme ça, on va pas se mentir, le crédit c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. C'est quoi le ressort qui pousse à se dire on va chambouler un monde déjà assez établi? Très simplement, le crédit à la consommation, c'est un produit de tous les jours, dans la mesure où il permet de financer des projets et des événements de vie. Néanmoins, ça reste compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a un échéancier et des intérêts qui sont prélevés tous les mois. Donc ensuite, tous les mois, on paye une part du capital, une part des intérêts, et la part du capital augmente au fur et à mesure. Donc expliquer comme cela, même si je l'explique, je pense simplement, ça reste très compliqué. Alors que c'est un produit de tous les jours, c'est un produit du quotidien qui est très engageant pour celui qui le contracte, parce que c'est une promesse de remboursement. Donc nous, notre mission, on a voulu simplifier cela et rendre cela compréhensible. Aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements bancaires traditionnels, ça reste très opaque. Nous, on a voulu le rendre explicable et facile à comprendre. Et je crois que ce qui nous a excités aussi, c'est justement le fait que ça soit un secteur avec une mauvaise image, parfois, et compliqué. On est assez excités avec Charles par la complexité. Plus la montagne est haute à franchir, je pense plus ça nous galvanise. Et donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéressait, c'est d'attaquer les banques là où ça leur fait le plus mal. Parce que qui dit crédit conso dit énorme revenu, ultra profitabilité, c'est vraiment la vache à lait des banques de détail. Et donc, les titiller à cet endroit-là, c'était excitant. Et le deuxième endroit de la complexité, c'est lié aux contraintes réglementaires. Pour faire ce qu'on fait, il faut tout simplement un agrément de banque. Et c'est ce qu'on a obtenu en 2011, après quasiment 2 ans de travail. Et 20 ans, ça fait 20 ans aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'autre agrément que celui obtenu par United de la part d'une start-up. Oui, Geoffroy, je me rappelle qu'au début, quand vous parliez, donc c'était le nom originel qui était près d'Union et vous l'avez bien décrit en termes de pitch. Vous aviez aussi un discours un peu iconoclaste qui était en quelque sorte la banque sans la banque. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez comme étant une banque de nouvelle génération? On parle beaucoup des néobanques. Ou est-ce que vous êtes dans un monde un peu parallèle et nouveau? Est-ce que vous avez disrupté la banque, enfin ou en tout cas le crédit, comme par exemple Amazon ou PriceMeister en son temps ont pu disrupter la distribution ou Netflix le cinéma par exemple? Comment vous vous situez par rapport à cet univers installé? L'idéal, quand on veut vraiment disrupter un domaine, c'est de rentrer dedans, en fait, quand même. Donc, d'en jouer, d'en prendre les attributs. Pour nous, c'est l'agrément bancaire, c'est le droit d'exercer, en fait, mais tout en disruptant totalement le produit, l'expérience utilisateur et la technologie. Donc, on est des disrupteurs du domaine du crédit, mais néanmoins, pour vraiment disrupter ce domaine, il y a une contrainte aujourd'hui en Europe qui est l'obtention de cet agrément bancaire. Mais cet agrément bancaire, il change pas notre mentalité de disrupteur
et notre envie de totalement transformer ce secteur. Donc, on est un peu schizophrène en fait, pour tout dire. Et d'ailleurs, qui dit fintech, start-up de technologie financière, dit qu'il y a toujours effectivement cette double composante, même pour les fintechs qui ne sont pas agréés. Dans tous les cas, elles jouent avec l'argent des gens. Et donc, il y a une contrainte de sécurité, de conformité, respect réglementaire qui s'impose. Et aux côtés de ça, il faut développer la tech pour avoir la meilleure UX et les meilleurs produits du marché. Moi aussi, j'étais schizophrène, mais maintenant, nous allons mieux. Dis-moi, tu évoquais un marché avec beaucoup de rentabilité. Le marché aujourd'hui du crédit à la conso, il représente quoi en France et peut-être au-delà? Et est-ce qu'on peut peut-être aussi parler de votre chiffre d'affaires? Le marché français du crédit conso représente 50 milliards d'euros de production annuelle. Ça, c'était quand on s'est lancé. Maintenant, ça doit être aux alentours de 60 milliards d'euros de production annuelle. L'encours des crédits conso en France avoisine les 160-70 milliards d'euros. Donc, c'est des marchés énormes. Nous, on agit au niveau européen. L'Italie a un marché de même taille. L'Espagne, c'est un peu plus petit. L'Allemagne, c'est plus gros. Le Portugal, c'est 4 fois plus petit. Mais tous ces pays ensemble représentent une taille de marché énormissime. On avait une petite question qui permet, comme on est en train de parler un peu des chiffres, vous, est-ce que vous communiquez déjà sur, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise, on a le droit de ne pas communiquer sur les chiffres si on n'a pas envie, mais est-ce que vous communiquez sur quelque chose? Est-ce que c'est la volume de production de crédit? Est-ce que c'est un volume d'affaires et si effectivement dans un univers concurrentiel comme le vôtre, vous préférez ne pas communiquer dessus, on vous en voudra pas, mais c'est pour essayer de fixer un peu les auditeurs autour de quelques données, parce que la taille du marché est monstrueuse, donc c'est compliqué de se rendre compte, c'est presque abstrait. Depuis qu'on s'est lancé fin 2011, on a octroyé un peu plus d'1,6 milliard de crédit à la consommation. 1,6 milliard d'euros de crédit à la consommation. Notre chiffre d'affaires, on ne le communique pas. On préfère communiquer sur la production de crédit. C'est légitime, ça nous donne bien un bon ordre de grandeur. On va parler ensuite un petit peu de cette situation spécifique qui est aujourd'hui liée au confinement. On a une petite question traditionnelle, juste pour résumer comment va le business et comment vous allez-vous. La question, c'est dites-moi, mais comment allez-vous en 2 chiffres? Moins 50%. D'accord, on est dans du brutal, effectivement. Vous n'êtes pas les seuls du Next 40, vous le savez, est comme ça. Très souvent, on dit que le digital, en général, résiste mieux, a plus de résilience par rapport à ces conditions de marché, parce qu'on a souvent, dans le domaine du numérique, un peu plus d'agilité et parfois un peu moins de frais fixes. Du coup, je serais curieux de savoir pourquoi moins 50%, comment on l'explique? Alors, juste, je crois qu'Olivier, tu as demandé 2 chiffres. Donc là, on en a, je pensais qu'on s'attendait à 2 indicateurs. On a un moins 50% effectivement des demandes de prêts sur nos sites web depuis le début du confinement, même si on observe un début de retour, en particulier dans des pays qui sont en avance. On a une activité qui redevient florissante, notamment en Allemagne et en Italie. Mais le deuxième chiffre aussi qu'on peut partager, c'est x2. On a revu récemment les objectifs qu'on s'était fixés pour l'année 2020 sur les revenus de notre activité de partenariat technologique B2B. Et on a quasiment multiplié par 2, début avril, la prévision de revenus de cette activité pour 2020 par rapport aux chiffres qu'on s'était fixés en janvier 2020. Et ça, c'est dû en fait à une accélération de cette activité qu'on a appelée United Business Solutions, et comme Charles l'évoquait en introduction, qui permet à des banques, des assureurs, mais aussi des telcos ou des grands fabricants d'objets électroniques, y compris les GAFA, de se lancer dans le crédit. Et quand on dit telco, quand on dit GAFA, on pense à des acteurs qui, donc, pour le coup, ne sont absolument pas touchés par la crise du Covid, voire au contraire, voient leur activité s'accélérer. Et c'est justement eux qui nous demandent de lancer des nouveaux moyens de paiement, des nouvelles solutions de financement pour la commercialisation de nos produits.
Et alors du coup, je reviens sur ma question, Geoffroy, mais le moins 50% de demandes de crédit à la consommation en moins, c'est à votre avis, c'est lié à quoi? C'est simplement que les gens consomment moins ou se disent qu'ils vont faire des réserves pour des jours meilleurs? Est-ce que vous avez des éléments, peut-être pas, hein, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais des éléments de compréhension? Il y a deux explications à cela. Pendant le confinement, les gens ne peuvent pas sortir, donc ne peuvent pas réaliser des projets ou des activités. Donc forcément, ils sont obligés de moins consommer. Et ensuite, il y a un réflexe de sécurité en épargnant. Donc les deux cumulés, ça fait une attrition naturelle de la demande de crédit. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Alors c'est le moment où on rentre effectivement dans cette rubrique et la façon dont on a été frappé par la crise, que vous avez commencé à aborder par le biais des chiffres. Il y a plusieurs façons de l'aborder dans la vie de l'entrepreneur. Et il y a les chiffres en tant que tels, et on peut en reparler. Il y a aussi le rapport humain à vos équipes, et puis également le rapport aux investisseurs. On aime bien un peu balayer l'ensemble, parce que toute l'économie est face à une situation relativement inédite, probablement assez différente de la crise de 2008 par ailleurs. Et donc on est dans quelque chose qu'on n'a pas appris à gérer. Donc qu'est-ce que vous avez fait au moment où le confinement a été décrété? Quels ont été vos premiers réflexes de chef d'entreprise? Alors, ce qu'on a commencé par faire, c'est rassurer les équipes sur l'état de santé général de tous les collaborateurs de United. Comme le disait Charles, on est présent dans 5 pays, France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne. Et donc, on a 35% du staff, des 340 collaborateurs, qui sont dans des bureaux étrangers. Donc, première chose, c'est qu'on a mis en place des boucles quotidiennes au début, puis hebdomadaires, pour régulièrement informer tout le monde que tous les autres personnes, tous les collaborateurs, les unis comme on les appelle, allaient bien. Ensuite, on a rapidement basculé, un peu comme tout le monde, sur le télétravail, travail à distance. Et là, je crois qu'on est assez atypique dans les boîtes tech du Next 40, c'est qu'on a une partie des collaborateurs, quasiment 40% du staff à Paris, qui sont des collaborateurs non cadres, qui sont des opérationnels en relation directe avec la clientèle. Analyse crédit, service client, recouvrement. Et très souvent, dans l'inconscient collectif, on se dit le télétravail, c'est quelque chose pour les cadres, parce qu'ils sont autonomes, ils n'ont pas besoin d'être contrôlés, etc. Or, nous, depuis plusieurs années, et on est récompensé, je pense, par cette démarche aujourd'hui, on avait entrepris de dire que non, le télétravail, justement, c'est parfait aussi pour les non-cadres, pour une raison simple, c'est qu'en général, c'est eux qui habitent le plus loin de leur lieu de travail. Ce sont des personnes qui régulièrement mettent entre 1 heure et 1 heure et demie dans chaque sens pour se rendre au boulot. Donc une journée en télétravail, c'est 2 heures et demie à 3 heures de temps économisé pour eux dans la journée. Et pour cette raison-là, on était bien préparés et donc on a basculé l'ensemble du staff au télétravail. Ensuite, alors, sur le télétravail, si je peux t'interrompre une seconde, excuse-moi, c'est parce que c'est une question dont on parle beaucoup aujourd'hui, y compris dans les associations, les lobbies comme France Digital. On a l'impression qu'un certain nombre de grosses boîtes dans le digital étaient un peu mieux préparées au télétravail, mais il y a aussi parfois des sons de cloche un peu différents et qui disent, bon voilà, on valorise le télétravail, dans le monde d'après, le télétravail sera peut-être beaucoup plus généralisé parce qu'il permet de la flexibilité et vous y étiez bien préparé. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a aussi quand même des inconvénients au télétravail ? Parce que pour ne pas passer du zéro télétravail au tout télétravail, est-ce que vous voyez par exemple parmi vos équipes que ça peut générer du stress? Il y a peut-être aussi, même s'il y a beaucoup d'autonomie, parfois aussi des besoins de recadrage, de situations psychologiques, de contact, de relations humaines, enfin pour des raisons psychologiques et organisationnelles. Est-ce que vous avez une idée d'équilibre de quel sera le monde d'après, le futur d'après, même si on en reparlera un peu plus tout à l'heure aussi? Alors le télétravail, c'est génial quand c'est limité sur un nombre de jours dans la semaine. C'est très approprié pour le travail en chambre, quand typiquement on n'a pas besoin d'être en contact avec d'autres collaborateurs parce qu'on travaille sur une présentation, sur un business plan. Donc ça permet de ne pas être dérangé et donc d'être plus efficace. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le télétravail, ça empêche d'être en contact avec ses collaborateurs. Et en général, dans une scale-up, dans une start-up,
il y a une culture d'entreprise forte et il y a une très bonne ambiance, beaucoup d'amitié. Donc effectivement, être coupé de ses amis collaborateurs, ça peut être pesant et ça enlève finalement beaucoup de choses, beaucoup de sens au travail quotidien. Donc je pense qu'il faut continuer le télétravail de manière régulière, mais le limiter quand même au meilleur moment. Et ensuite, continuer à encourager la présence physique, bien évidemment, et les échanges informels. Parce que quand on doit faire des réunions par téléconférence, c'est souvent très compliqué. Faire beaucoup de réunions par téléconférence, c'est très inconfortable physiquement, les yeux, mal au crâne, etc. Donc voilà, il faut savoir doser. Alors messieurs, pour mieux comprendre ce que veut dire le confinement pour une entreprise comme United Credit, on a quelques partenaires qui avaient des questions pour vous. Je vous propose d'en écouter déjà 2 et on commence avec la question de notre partenaire Nicolas Brienne, DG chez France Digital. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Charles, bonjour Geoffroy. On dit que c'est le pire moment pour demander un crédit à une banque aujourd'hui. On constate également que les dépenses des ménages ont rarement été aussi faibles dans la période. Est-ce que c'est une gigantesque opportunité pour United Credit de montrer qu'on peut faire les choses autrement? Alors c'est une opportunité si on arrive à passer la crise et on arrive à réinventer la manière dont on octroie des crédits. Pendant la période actuelle, donc grosse période de crise, effectivement les gens demandent moins de crédits, pour la bonne et simple raison qu'ils ont moins de besoins en période de confinement. Et en plus, c'est un réflexe de sécurité, de thésauriser. Donc, on demande moins de crédit. De l'autre côté, les banques, elles, sont globalement tétanisées par la hausse du risque de crédit, par la hausse des défauts, et donc resserrent leurs critères d'octroi. Donc, elles octroient des crédits de montant moindre, sur des maturités plus courtes, à des taux d'intérêt plus élevés, en exigeant plus de justificatifs. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, United Credit, durant cette phase, doit naviguer entre les écueils, on va dire, traditionnels que rencontrent les banques traditionnelles lors de telles crises économiques et financières. Donc, ça, c'est la première chose. Et encore une fois, dans toute crise, il y a des opportunités. Étant agile, on a beaucoup plus de capacité et de souplesse à réinventer, optimiser tous nos processus et la manière dont on sert et traite les clients. Donc en cela, je pense qu'on a une capacité de rebond et de transformation et d'amélioration très supérieure. Ceux qui gagneront, ce seront ceux qui sauront servir au mieux les clients durant cette crise, les satisfaire, leur rendre le sourire, tout en, bien évidemment, évitant les écueils traditionnels du risque de crédit, des taux de défaut. Merci beaucoup pour cette réponse. Et écoute, on va enchaîner directement sur une deuxième question d'un partenaire. Et puis on pourra relancer le débat entre nous ensuite parce que c'est finalement assez lié aussi à ces questions de confinement en ce moment. Vous avez un message. Après cette crise, est-ce qu'on pourrait imaginer une fintech plus solidaire à grande échelle, basée notamment sur le peer-to-peer et l'entraide? Alors je me permets juste de rappeler que c'était Géraldine Russell de Madines qui nous accompagne tout au long de cette collection autour de 40 nuances de Next. On va pas avoir un changement radical dans l'état d'esprit des entrepreneurs ou des entreprises qu'ils ont créées. Soit une start-up, une scale-up, elle était déjà orientée sur une mission à impact social, sociétal positif, et elle va peut-être amplifier ce mouvement. Mais si elle n'avait pas pris cette orientation depuis sa création ou avant le Covid, il est peu probable qu'elle arrive à se réorienter totalement. Pour répondre à la question de Géraldine, nous, on ne considère pas qu'il ne faut pas attendre la fin de la crise du Covid pour réagir avec plus de solidarité. C'est justement dans la crise qu'on peut être plus solidaire. On a lancé 2 actions coup de poing qui ont mobilisé beaucoup de gens chez United plutôt que des petites actions entre guillemets de saupoudrage. La première,
c'est un prêt à ce qu'on appelle les Covid Heroes. On a débloqué dans toute l'Europe une enveloppe de 5 millions d'euros pour faire des prêts à taux zéro aux personnes qui sont en première ligne, donc notamment les médecins, etc., de la lutte contre le Covid, pour qu'ils puissent emprunter maintenant ou en sortie de crise pour refaire des projets, des travaux, racheter une voiture, bref, faire les projets qu'ils avaient probablement avant le début de la crise. Deuxième grand projet, c'est le partenariat technologique qu'on a lancé avec BPI France pour débloquer des prêts aux TPE-PME, en particulier celles qui ont du mal à se financer en ce moment. Et près de 100 à 200, peut-être 300 millions d'euros vont ainsi passer par les technologies United dans les prochaines semaines pour financer dans tous les territoires ces toutes petites entreprises. Alors, Geoffroy, tu es allé sur ces deux grosses actus, coup de poing de United Credit en cette période de confinement. Mais du coup, j'avais envie qu'on rebondisse sur les deux. Avec Olivier, on en avait pas mal parlé. Peut-être rapidement sur la première, donc les 5 millions d'euros de crédit à taux zéro. Est-ce que tout est déjà utilisé ou est-ce que vous avez le sentiment que certains attendent plutôt la reprise? Et sur la partie BPI France, on a aussi quelques questions. Alors sur la première, on est proche de 1 million d'euros bientôt, donc sur les 5 millions d'euros de l'enveloppe globale. Je rappelle que c'est une enveloppe européenne dans les 5 pays où on est. Et l'offre a été lancée, Charles, tu me corriges si je dis une bêtise, il y a 3 semaines. L'ensemble sera consommé avant l'été. Mais bon, ça laisse encore la possibilité justement d'accompagner beaucoup de projets de tous ces ménages européens. Et alors sur l'action BPI France, excuse-moi Olivier, je t'ai peut-être devancé, mais c'est vrai qu'on voit encore quelques PME qui, malgré tous les dispositifs en place, ne sont pas éligibles, peut-être parce qu'elles avaient aussi pour certaines des difficultés auparavant. Donc ça, c'est une des options pour les accompagner. Et concrètement, ça veut dire que BPI France abonde le prêt? Non, c'est même plus directement, c'est BPI France qui est le prêteur pour ces entreprises. Mais c'est un prêt à taux zéro, sans aucun frais de dossier, qui s'adresse aussi aux entreprises TPE et PME qui ont été refusées des prêts garantis par l'État qu'elles auraient pu demander à leur banque. L'idéal, c'est qu'elles aient d'abord une relation avec leur banque et qu'elles aient obtenu un crédit auprès d'elles, et elles pourront obtenir ce petit prêt qu'on appelle le prêt rebond en complément, mais même si jamais elles ont été refusées, elles peuvent y avoir accès. Donc le prêteur, c'est BPI France, le contrat de crédit est entre BPI France et la TPE-PME. Ce qui permet d'avoir des prêts à taux zéro, c'est en gros une bonification du taux, une subvention par les régions françaises qui déploient cette offre. United Credit, lui, est le partenaire technologique qui rend cela possible. En fait, c'est une offre de crédit sur Internet de 10 000 à 50 000 euros où ça prend moins de 10 minutes pour le dirigeant d'entreprise de déposer un dossier et il a la réponse en moins de 48 heures et les fonds en moins de 48 heures, ce qui pour une TPE est du jamais vu, obtenir un prêt aussi rapidement. Cette offre est aujourd'hui disponible dans 2 régions et d'autres vont suivre. La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Île-de-France, qui l'a lancé hier. Vous disiez tout à l'heure que vous alliez chatouiller les banques sur leur territoire. Tu t'évoquais là le PGE. J'ai entendu quelques entrepreneurs qui râlaient un peu du manque de visibilité quand même au-delà d'un an. C'est-à-dire que le PGE, je crois que le prêt est à 0,25 quelque chose, mais que au bout d'un an, potentiellement, c'était un peu plus aléatoire et qu'il n'y avait pas forcément de visibilité. Déjà, est-ce que ça, vous le confirmez et qu'est-ce que vous en dites? Alors, nous, le prêt rebond qu'on a lancé avec BPI France, il y a un différé d'amortissement de 2 ans. Et ensuite, le montant emprunté devrait être remboursé sur une durée de 5 ans. Donc justement, je pense que c'est un prêt qui répond à cette préoccupation des entrepreneurs. 1 an, c'est court. Qu'est-ce qui se passe au bout d'1 an? Voilà. Donc on a essayé d'y répondre à travers cette offre en tout cas.
Ce qui m'intéresse peut-être moi, c'est de voir le côté un peu vivant de l'économie derrière, parce que bon, forcément, quand on parle de fintech, on parle de chiffres et de techniques, et finalement, quand on parle après de ces TPE, de ces PME, on parle de qui, de quel montant et de quel type d'activité? Est-ce que c'est par exemple des artisans type boulanger, commerçant, peut-être maçon, etc. Ou est-ce que c'est des plus grosses boîtes aussi? On est dans quels ordres de grandeur? Non, on parle justement de petites entreprises. La condition, c'est entreprise de moins de 50 millions ou de 250 salariés. Ça, c'est le maximum. Mais dans les faits, le montant moyen demandé sur ce prêt est de 37 000 euros. Beaucoup de restaurateurs, de petits commerces, de petites entreprises du bâtiment. J'ai en mémoire notamment une des premières emprunteuses de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui avait un petit commerce bar à smoothie. Alors la ville m'échappe, je me demande si c'était pas à Clermont, et qui évidemment avait dû fermer dans le contexte du Covid, mais était en train de se former ces jours-ci pour relancer et redévelopper une activité de vente en ligne, commercialisation en ligne et livraison à domicile. Donc j'aime bien parce que ça traduit le nom qu'il y a derrière ce prêt, rebond. Dans la situation actuelle, en fait, ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui savent rebondir. Oui, merci beaucoup. Alors, du coup, c'est intéressant. Est-ce que vous observez dans certains secteurs en particulier, moi je pense à la restauration aussi, dont on voit qu'elle essaye d'évoluer. On en parle plus souvent aux actualités parce qu'il y a aussi des grands chefs qui prennent la parole. Il y a une certaine visibilité et l'envie des Français de gastronomie et de restaurant est sans doute importante. Et puis, c'est aussi lié à l'industrie touristique qui est fondamentale dans notre PIB. Vous voyez aussi pas mal de gens dans le domaine de la restauration qui sont effectivement dans le monde d'après. Parce qu'on a déjà eu Julia de Frischti, qui est tout à fait dans la préparation du futur de l'alimentation. Mais est-ce que vous voyez, vous, par le tissu des PME dans la restauration, des pivots, des transformations qui s'opèrent et que vous pouvez contribuer à financer? C'est compliqué à voir par notre activité, puisque cette activité de financement des TPE, c'est quelque chose sur lequel United est finalement très jeune et le fait à travers des partenariats technologiques comme celui avec BPI. Donc difficile de te répondre. Mais personnellement, moi, ce que je vois autour de moi, c'est des restaurateurs qui s'organisent, qui ont été hyper mobilisés, bien sûr, dans l'approvisionnement, on va dire logistique et en nourriture, notamment des hôpitaux, et qui aujourd'hui essayent de rebondir. Là, je passais récemment devant un restaurateur qui est connu pour avoir une bonne cave. Et en fait, il fait la vente maintenant de bouteilles de vin. Donc, il écoule une partie de sa cave, il vend à domicile à distance. Donc voilà, il y a un rebond. Après, commenter le secteur de la restauration en général, pas évident. Après, de manière générale, la restauration, comme les artisans du secteur, essayent de simplifier leur chaîne d'approvisionnement, de les raccourcir et de les relocaliser. En gros, la crise Covid a montré les dangers et les risques d'avoir des approvisionnements très lointains. Donc là, c'est un retour vers le local. Et puis, ça permet aussi de booster l'économie locale. On peut pas parler de ça sans que je relève une actu de la semaine dernière, mais où il y a beaucoup d'acteurs de la tech qui se sont engagés. Il y avait Payplug, Shopify, PrestaShop, Wind aussi, Stuart, WinKionex 40, qui se sont engagés en fait à proposer aux commerçants pas mal de solutions, souvent gratuites ou à minima des réductions pour un commerce sans contact dans cette période. Mais du coup, ça me fait rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je sais plus si c'était toi Geoffroy ou toi Charles, quand vous disiez que vos actions en cette période de Covid, c'était pas du saupoudrage. On a vu beaucoup de com un peu maladroite de pas mal de boîtes. Ça, vous vouliez dire quoi par action de saupoudrage? On s'est concentré sur 2 projets qui, pour chacun des 2, ont mobilisé plusieurs dizaines de personnes full-time pendant plusieurs semaines, on n'est pas en train de faire une action où on modifie un prix. On identifie un problème. Donc là, il y a eu les 2 sujets en particulier, l'offre Covid et Rose et le partenariat technologique avec BPI pour le financement des TPE-PME. On identifie un problème, on
on staffe une grande partie de nos effectifs. On a aujourd'hui 100 ingénieurs et sur un projet comme celui de la plateforme de prêt au TPE avec BPI, 25 ont été mobilisés. Et voilà, on met la gomme, quoi. On met la gomme parce que on a envie d'avoir un impact réel, quoi. Nous, on s'est focalisé sur des actions d'aide, d'entraide sur lesquelles on était les plus légitimes et surtout pour lesquelles on est les meilleurs. Octroyer des crédits à taux zéro en un temps record, on se sentait très légitime et très efficace à faire ça. Pareil sur sur la construction d'une plateforme en partenariat avec BPI France pour financer les TPE, PME. Voilà, on est quasiment les seuls à pouvoir faire cela en ce temps record. Donc on a mis la gomme sur ces deux actions qui ne pouvaient, en quelque sorte, n'être proposées que par United Credit. C'est très clair dans votre discours que vous êtes finalement des entrepreneurs engagés. Donc là, on a parcouru finalement, sans même lancer une rubrique en particulier, on a parcouru un certain nombre d'actions très engagées que vous portez, vous, en tant qu'entrepreneur et United Credit en tant qu'entreprise. Et moi, je trouve ça hyper inspirant et passionnant. Et du coup, on est quand même dans un monde qui n'est pas angélique. Vous avez aussi, évidemment, vous pouvez être engagé, mais vous avez aussi des résultats financiers à atteindre. Et ce qui m'intéresse en particulier, ou souvent ce qui nous intéresse, c'est vous en tant qu'entreprise. Donc, vous avez une relation avec vos équipes, vos collaborateurs. On a parlé d'un peu des nouvelles formes d'organisation. Avec votre marché, vous avez parlé des réactions au marché, en termes à la fois de solidarité, mais aussi de pivot, d'adaptation, du B2C, enfin du C2C, B2C, B2B maintenant. Et donc, tout ça est très clair. Mais ce qui est aussi intéressant pour moi, c'est la relation avec vos investisseurs. Parce que d'une certaine manière, vous investissez dans le marché en tant que prêteur, mais vous avez aussi dû lever des fonds. Je ne sais pas si vous communiquez sur le montant total qui a été levé par United Credit depuis le début. Est-ce que c'est une question qu'on peut vous poser? Et ensuite, alors je vous la pose et en même temps, je vous demande de voir un petit peu ou d'analyser, si vous pouvez, et sans tabou, dire un peu quelle est la relation avec vos investisseurs en période de crise. Est-ce qu'ils sont solidaires de vos actions, par exemple vos engagements sur du prêt à taux zéro, des actions que vous pouvez avoir là, de vos formes d'organisation, des pivots, et en particulier quand la crise frappe, est-ce qu'ils resserrent les boulons, est-ce qu'ils sont pénibles ou est-ce qu'ils sont... Enfin voilà, ce que vous avez le droit de dire et autres, mais c'est aussi la vie de l'entrepreneur qui nous intéresse dans la relation avec son board, son conseil d'administration, etc. Alors, depuis notre lancement, on a levé 167 millions d'euros d'equity. Donc, c'est une somme assez importante. Et on a toujours eu le luxe de choisir nos actionnaires. Et c'est très important d'avoir le fit avec ces actionnaires. Alors, je ne parle pas que des entités actionnaires, mais aussi des personnes qui les représentent à notre board ou dans nos interactions quotidiennes. Donc, pour être très direct, ce sont tous des personnes sympathiques avec qui il est facile d'échanger et qui ont, on va dire, une certaine éthique des affaires et qui savent nous soutenir dans les moments durs, dans les bons moments. Bien évidemment, ce ne sont pas non plus des bisounours. Donc, ils savent aussi nous orienter vers les actions nécessaires à faire, ce que l'on fait toujours, évidemment. Mais effectivement, on a vraiment eu cette chance de pouvoir choisir nos actionnaires, qui sont aussi des actionnaires de long terme. Donc, des actionnaires avec lesquels on peut itérer et qui sont là dans la durée. Donc ça fait toute la différence quand on doit traverser une crise comme celle-ci. Alors on n'a pas appelé l'ensemble de vos actionnaires et investisseurs. On en a eu certains qui ont d'ailleurs des questions surprises pour vous. On vous dit pas encore qui, mais du coup on a aussi une question qui va nous permettre de passer à la rubrique suivante qui est le monde d'après. Donc on met le jingle du monde d'après et ensuite on vous pose la question de notre partenaire. I have a dream. Et donc, une question de notre partenaire La Tribune avec son directeur de la rédaction, Philippe Mabille. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Charles et bonjour Geoffroy. Alors, ma question porte évidemment sur le crédit
Et on a observé pendant cette crise une hausse de l'épargne des Français pendant le confinement. Donc se pose la question de leur comportement de consommation au sortir de la crise. Mais on a aussi l'intuition qu'il y aura des risques accrus de chômage, peut-être de crise sociale, donc de problèmes de pouvoir d'achat. Quel peut être le rôle du crédit consommation, voire du crédit solidaire demain? Les tendances sont déjà à l'œuvre. On voit que vous avez proposé des prêts à taux zéro. Est-ce que vous avez des initiatives et des intuitions sur le monde d'après du crédit à la consommation? Alors, là-dessus, pour répondre à la question de Philippe, sur le crédit, on voit 3 domaines. Il y a des choses qui vont se maintenir, d'autres qui vont s'amplifier et donc d'autres qui vont se créer, être nouvelles. Les choses qui vont se maintenir, c'est le besoin de financer avec des prêts des achats de gros biens d'équipement. On peut prendre la voiture, par exemple. La voiture, près de la moitié des voitures sont achetées avec des mécanismes de crédit et il est très peu probable que cela bouge, étant donné le prix d'achat des véhicules. Alors les gens vont peut-être un peu moins rouler, un peu moins acheter de véhicules, ça reste à démontrer. Mais d'un autre côté, si on veut faire la transition énergétique, il y aura de plus en plus de véhicules électriques qui vont donc coûter un peu plus cher que les voitures qu'on achète aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie qui va se maintenir. Il y a un domaine du financement qui va s'amplifier. C'est typiquement l'achat de biens d'équipement sur des durées étalées. Donc typiquement, vous devez acheter un ordinateur portable pour travailler. Aujourd'hui, vous allez pouvoir en étaler le paiement sur 12, 24 mois, voire 36 mois. Et ça, c'est les mécanismes sur lesquels United Credit est de plus en plus présent à travers des partenariats technologiques comme celui qu'on avait fait avec Free. C'est vertueux et c'est un nouveau type de crédit puisque en fait, à nos solutions de financement, on intègre des options de reprise et de recyclage. Donc, au bout de 24 mois, vous êtes amené à restituer votre appareil électronique pour qu'il retourne dans un circuit de recyclage. Et si vous faites ça, ça rembourse automatiquement les dernières mensualités de votre prêt. Donc ça, c'est la partie qui est appelée à s'amplifier, puisque les ménages européens ayant eu une baisse des revenus, pour un certain nombre de produits, ils souhaiteront pouvoir en étaler le paiement sur une durée plus longue. Et après, il y a un dernier domaine qui est un domaine, on va dire, nouveau, en création, c'est la partie conseil et optimisation budgétaire. Alors, quel est le lien avec le crédit? Très simple. Dans le cadre des demandes de prêt, depuis 2 ans, une directive européenne permet aux consommateurs de partager toute leur historique de transactions bancaires en 3 clics. Ça s'appelle la DSP2, deuxième directive sur les services de paiement. Jusqu'à maintenant, chez United, on utilisait cela pour automatiser les décisions de crédit et donner des décisions toujours plus rapides à nos emprunteurs. Et là, on est en train de faire une bascule où les algorithmes qu'on a développés depuis 2 ans, on va les mettre en fait au service des consommateurs en lui fournissant des conseils et des recommandations issues de l'analyse de ces transactions bancaires qui vont lui permettre de faire des économies. Par exemple, d'identifier que tel demandeur de prêt qui a partagé son historique de transactions bancaires, il se fait matraquer par sa banque avec des commissions d'intervention. Eh bien, s'il a un certain profil, on va lui dire « tu peux passer à la banque en ligne et économiser 250 € par an en commission ». Du coup, on voit l'évolution. Alors, tu es rentré là dans une explication qui était nécessaire, à mon avis, mais du coup assez technique, où déjà tu commences à employer les mots algorithmes. On s'est dit en clin d'œil avec Thomas que quand quelqu'un emploie le mot algorithme, on le coupe pour réexpliquer ce que c'est. Non, c'était très intéressant, mais si on réfléchit au monde d'après, puisque c'est la rubrique, enfin Martin Luther King, I have a dream, c'était aussi l'idée de dire que au-delà du modèle lui-même, est-ce que vous avez un regard aussi sur la société et la consommation dans laquelle on va? Parce qu'en tant que financeur finalement de la société de consommation, du crédit à consommation, on entend aussi, même si c'est une rubrique quasi un peu philosophique, on pourrait dire qu'il y a des gens qui commencent à critiquer un peu la société de consommation en disant j'espère qu'on ne va pas tous repartir comme avant, s'acheter son sac à main ou un certain nombre d'objets moins utiles, etc. Alors ce ne sont pas forcément ceux qui sont financés par le crédit à la consommation, mais on a dit qu'on coupait...
On a dit qu'on coupait quand on utilisait le mot sac à main. Il y avait algorithme et sac à main. Merci. Pas mal. Merci Thomas, t'as le droit de me bâcher aussi. Ouais. Mais tu vois, la question que j'ai, moi, c'est finalement tout ce qu'on représente en termes de start-up, nous tous. Hein, vous êtes dans un bain dans lequel je me considère aussi en train de nager. Il y a la question évidemment de cette croissance à tout prix. Et de la globalisation aussi, hein, parce que vous êtes dans 5 pays. Et tout ça, c'est des concepts qui sont aujourd'hui un peu critiqués. Donc, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus, pour le coup, justement, sans rentrer dans la technique du crédit, mais vraiment en tant que fournisseur d'argent et de flux financiers pour cette société de consommation? Je pense qu'on va s'orienter vers une consommation beaucoup plus ciblée et de beaucoup plus grande qualité de la part de tous les consommateurs. Aujourd'hui, c'est la course finalement à l'objet le moins cher à grande échelle. Donc tout le monde hyper consomme des choses de moins en moins chères. Donc c'est une sorte de déflation. Là, je pense que les gens vont consommer moins, mais de meilleure qualité. On peut prendre l'exemple du voyage. Aujourd'hui, avec 30 ou 50 euros, on fait un aller-retour en avion en Europe. Et donc, forcément, à ce prix-là, on peut faire un voyage tous les mois. Je pense qu'à partir de maintenant, les gens feront plutôt des voyages annuels, mieux préparés, de plus grande qualité. Donc, ça ne veut pas forcément dire que la consommation en euros va baisser, mais la consommation en volume va fortement baisser. Donc c'est effectivement un peu ce que nous disait Eric, un des fondateurs d'Evaneos là dans le podcast, dans le dernier podcast, sur cette question qui est super intéressante d'Olivier sur le rapport à la consommation et donc à la surconsommation. Moi, il y a une autre question qui me vient. Dans le dernier podcast, on a eu Pierre Dubuc d'Open Classroom, donc qui digitalise l'éducation et on a quand même abordé le sujet de ces élèves qui sont exclus de fait parce que pas d'accès au numérique. J'aimerais bien vous entendre aussi sur la question du surendettement et comment un acteur comme vous prend sa part pour limiter forcément les dérives qu'il peut y avoir et qui sont souvent justement liées au fait qu'on a tous envie que certains ont envie de surconsommer. Alors nous, on a fait deux choses depuis la création de la société et son lancement début 2012, pour toujours être à la pointe, on l'espère, de la lutte contre le surendettement. La première chose, c'est qu'on s'est focalisé sur le crédit amortissable, et donc on a fait le choix de ne pas faire de crédit renouvelable, qui est un peu plus complexe à gérer pour les consommateurs, et on pense plus générateur de surendettement. Ça, c'était la première chose. C'est un choix produit très fort, d'autant que le crédit renouvelable, crédit revolving, est beaucoup plus rentable. D'accord ? Donc, c'est un choix qu'on a assumé, mais correspondait à notre vision de départ. Deuxième chose qu'on a faite et qui n'était pas un choix, mais qui a plutôt été imposé par le contexte de marché, on a décidé de demander systématiquement aux emprunteurs leur dernier relevé de compte pour vérifier que les crédits qu'ils nous déclaraient ou l'absence de crédit qu'ils nous déclaraient était une réalité. Et ça, encore une fois, on n'a pas tellement eu le choix, c'était lié à notre lancement en France, au fait qu'il n'existe pas de grand fichier central, comme dans la plupart des autres pays, recensant les crédits détenus par un ménage. Donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis 2012 dans la lutte contre le surendettement. Mais il y a une chose sur laquelle on est en train d'accélérer en matière de lutte contre le surendettement, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, le partage de l'historique des transactions bancaires. Les emprunteurs partagent avec United, lors d'une demande de prêt, leurs 6-12 mois d'historique de compte bancaire, d'une façon ultra ergonomique, grâce à une nouvelle directive européenne. Et en faisant cela, on arrive beaucoup mieux que par le passé chez United à détecter les ménages avec des risques, les ménages avec des profils de consommation où ils se mettent en danger, ou les ménages qui ont des crédits qu'ils ne nous auraient peut-être pas déclarés spontanément lors de notre formulaire de demande de prêt sur Internet. Et je pense que réellement, cette avancée technologique de United sur ce qu'on appelle la deuxième directive sur les services de paiement, c'est un peu l'arme fatale
de la lutte contre le surendettement. Ça va demander beaucoup de modèles mathématiques. On ne parle pas d'algorithmes, parce que pour aller détecter automatiquement en quelques secondes et lire tout un historique de transactions, il faut mettre beaucoup de jus de cervelle. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Alors voilà, cette petite rubrique détente, c'est aussi ce qu'on appelle nous entre nous sur le canapé. Donc sur le canapé, c'est qu'on aimerait bien comprendre aussi qui sont les champions, parce que très souvent on parle du Next 40, on n'en a pas rappelé la définition, mais c'est quand même les 40 plus grosses startups françaises sur des critères très économiques. Donc vous êtes des champions, comme peut l'être un Teddy Riner ou un Drogba en football. Donc vous êtes des rôles modèles, vous pouvez susciter des vocations en termes d'entrepreneuriat. Et c'est intéressant et passionnant aussi pour nous de comprendre quels sont les ressorts de ce point de vue-là. Et on a une petite question une question surprise qui concerne les personnes que vous êtes. Donc je relance ce petit jingle supplémentaire et j'enverrai la question juste derrière. Vous avez un message. Charles Geoffroy, voilà, c'est Ronan. J'avais une question à vous poser à tous les deux qui me taraude l'esprit depuis le tout début, en fait, puisque j'ai eu la chance, le groupe Arkea, de vous accompagner depuis le tout début de l'histoire de Prêt d'Union. Et vous étiez venu me voir à l'époque à Brest, en train, en avion sans doute, venant de Paris, pour vendre votre projet. J'étais avec Gilbert Richard, qui, comme vous en souvenez, était un sparring partner émérite à vos côtés. Et vous aviez passé 1 heure et demie avec nous, et je me rappelle que vous étiez reparti avec beaucoup plus de questions que de réponses, et finalement reparti à vos études. Et on s'était dit avec Gilbert qu'on avait vu 2 entrepreneurs très dynamiques, et qu'on les reverrait sans doute jamais. Et vous êtes revenu 6 mois après avoir traité tous les sujets qu'on avait mis sur la table lors de votre première venue. Et la question qui me vient donc spontanément à l'esprit, c'est de vous demander, mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette persévérance, cette envie de revenir nous voir à Brest, donc à 500 km de Paris, avec tout ce que ça voulait dire de trajet pour vous? Qu'est-ce qui a fait le moteur vous permettant de revenir nous voir et de permettre de construire cette belle aventure à laquelle je suis très heureux qu'Arkea ait participé? C'est une question qui m'intéresse d'ailleurs, parce que comme je passe un petit peu de l'autre côté, en essayant de devenir moi-même entrepreneur, je serais très heureux de voir un peu les ressorts qui vous ont fait rester très motivés et très mobilisés. Voilà, merci par avance pour la réponse. Alors, c'est Charles. Avant de vous laisser répondre, peut-être, excuse-moi Charles, avant de vous laisser répondre, je rappelle, parce que là du coup Ronan ne s'est pas présenté, donc vous le connaissez très bien, mais il est très connu dans l'écosystème de la French Tech par ailleurs. C'est Ronan Lemoyle, qui était directeur général de Arkea, anciennement Crédit Mutuel Arkea, qui a aujourd'hui quitté la banque et qui se lance dans l'entrepreneuriat lui-même, et qui a été aussi un de vos investisseurs assez tôt, je crois. Alors oui, en fait, il y a eu 2 choses. La première chose, on avait 39 ans, on avait 30 ans avec Geoffroy. La boîte n'était pas lancée. On avait quelques slides et un DG de banque, donc Ronan Lemoyle, et un membre du directoire de banque nous a reçus pendant 2 heures et nous a écoutés. Ils nous ont pris au sérieux, ils nous ont posé des questions, ils nous ont challengés, ils ont essayé de nous faire évoluer. Et il nous avait mentionné très clairement ce pourquoi il n'allait pas investir dans notre boîte. Donc nous, très bon élève, on a noté les points, les questions, on a stocké ça, on s'est envoyé un compte rendu. Et puis 6 mois après, on a eu la réponse. On a changé de stratégie. On a finalement fait ce qu'il nous demandait de faire pour investir. Et donc, sachant qu'en plus le contact a été sympathique, on est retourné à Brest leur présenter l'évolution de notre projet. La persévérance, c'est vraiment une des clés des entrepreneurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, peut-être, qui sont plus jeunes start-upers que vous, qui se demandent comment, avec 4 slides, vous avez décroché un tel rendez-vous. Si vous pouvez répondre en 2 mots. Alors, l'avantage de lancer une boîte très jeune, donc moins de 30 ans, c'est d'être un couillon. Donc voilà, on avait beaucoup de foi, on avait beaucoup de croyances, rien ne semblait impossible. Donc on a contacté Crédit Mutuel Arkea, on a contacté également directement Ronan Lemoyle. Donc c'est comme ça qu'on a décroché le rendez-vous. Donc un peu de culot, ça fait du bien.
Il y a du culot, c'est vrai, souvent chez les entrepreneurs, et c'est sympathique de le présenter comme étant couillon. C'est-à-dire que très souvent, vous savez, il y a cette fameuse phrase de Mark Twain, on leur avait pas dit que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et c'est vrai que ça caractérise souvent les jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils ne pensent pas au fait que ça peut être éventuellement impossible, alors que quand on est plus âgé, on voit toutes les raisons de ne pas le faire, notamment dans les métiers ultra réglementés comme les métiers de la finance et de la banque. Moi, il y a un truc aussi que je donne aussi un peu en vous écoutant, je trouve un truc hyper intéressant et qui est un conseil à donner aux entrepreneurs. C'est très souvent, on va voir un investisseur une première fois, un investisseur potentiel, et lui, il prend des notes. Et quand on revient le voir 6 mois, 1 an, 2 ans après, il se rappelle, suite à ces notes, ce qui lui avait été annoncé. Et si vous êtes capable de revenir et de lui avoir démontré finalement que vous l'avez écouté d'une part et que vous avez également suivi votre chemin comme annoncé, c'est très bon signe et c'est très souvent un facteur déclencheur pour les investisseurs, notamment les fonds de capital risque. C'est de redonner rendez-vous dans 6 mois pour voir si une partie de la roadmap a effectivement été suivie. Je me permets de rebondir du coup sur toi, Olivier. Rendez-vous dans 6 mois pour les investisseurs. Rendez-vous dans 10 ans pour un autre de vos investisseurs qui est notre dernier invité surprise. Je vous propose d'écouter Jean de la Roche-Brochard. Vous avez un message. Geoffroy, Charles, salut, c'est Jean de Kima. Il y a déjà 10 ans, quasiment jour pour jour, Xavier Niel et Jérémy Bérébi ont investi dans votre boîte. Ça fait 10 ans, vous êtes encore là, vous avez créé une boîte superbe. Et ce qui nous marque particulièrement, c'est que vous avez réussi à garder cette cohésion d'équipe fondatrice, tous les deux. Et c'est assez brillant parce que généralement, et souvent d'ailleurs, les cofondateurs se séparent parce que c'est la vie du business. Et vous, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Alors, c'est quoi les grands principes qui vous ont permis de tenir pendant 10 ans ensemble? Et c'est quoi la recette pour toute équipe de cofondateurs pour tenir dans la durée et même pour vous, pour tenir dans les 10 ans à venir? On ne connaît pas la recette miracle parce qu'avec Charles, c'est seulement notre première boîte. Donc, c'est très difficile de tirer des généralités. Mais probablement, ce qu'on peut conseiller et ce que l'on a fait, c'est avant de s'associer, s'assurer qu'on partage globalement le même état d'esprit et les mêmes valeurs. C'est un peu idiot à dire, mais voilà, il y a beaucoup de points communs, de façon de voir la vie où on se retrouve avec Charles. Et donc ça, c'est nécessaire avant de s'associer. Deuxième chose, oui. Vas-y. Non, certes, mais du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup d'associés qui disent qu'ils ont les mêmes valeurs, mais néanmoins, la vie fait que on change, que la vision du business peut changer et que les projets de vie peuvent aussi changer. Du coup, moi, quand tu dis on a les mêmes valeurs, la même manière de voir la vie, c'est quoi concrètement qui vous permet justement d'affronter ces sujets-là aujourd'hui ensemble? Alors, ce qui nous permet d'affronter ces sujets-là ensemble, c'est beaucoup parler, s'engueuler. Je pense qu'on s'engueule régulièrement, mais toujours avec respect sur ce que l'autre pense. Donc on se dit les choses, nous arrive de nous prendre la tête sur des sujets de fond, mais les choses sont dites et sont partagées. Et donc je pense que la communication fréquente, c'est un truc qui est clé. Depuis quelques années, ce qu'on fait notamment avec Charles, c'est tous les 4-6 mois, vraiment se prendre un temps off en dehors du bureau, à l'écart, pour balayer plein de sujets de fond. Et c'est des sujets business sur la stratégie de United, évidemment, mais c'est aussi des sujets perso sur comment on voit la boîte, est-ce qu'on s'éclate dans le job qu'on fait actuellement au sein de la boîte, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore plus s'éclater. Et donc voilà, prendre le temps, mais finalement, ce ne sont que des moments je pense, de communication, de partage et de réalignement. Après, moi, je pense qu'il y a aussi une autre chose qui est clé et qui explique qu'on arrive à tenir dans la durée, c'est le fait que, en fait, c'est pas qu'un travail de fondateur, il y a toute une équipe autour. Déjà, on était 4 fondateurs au début de United. L'un des 4 est parti au bout de 5 ans, donc à mi-parcours entre le lancement et aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est 3 des 4 cofondateurs du début avec Thomas Bello. Mais autour de nous, il y a aussi une équipe franchement de stars, d'hommes et de femmes dont on est hyper fiers et qui font qu'on arrive à se reposer sur eux. Et ça, je pense que c'est important parce que ce qui peut faire qu'un binôme ou un trinôme de fondateurs implose,
c'est quand ils prennent absolument toute la pression, toute la responsabilité de l'exécution de la stratégie de la boîte sur leurs épaules. Et souvent, à un moment, c'est trop pour l'un d'entre eux ou c'est trop pire pour tous. Et pour compléter la question sur l'association que vous avez entre vous, juste vous pouvez nous rappeler, je crois que vous ne l'avez pas dit, comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, le début du mariage au sens associatif, enfin association de partenaires, s'est opéré? Moi, je travaille chez BNP. Il y avait eu la crise 2008. Donc, tu connaissais bien la banque. Ouais, voilà. Ouais, je commençais à la connaître. Donc, il y a eu la crise 2008, beaucoup moins de travail. Donc, forcément, quand on travaille moins, on pense à des choses. Donc, j'avais réfléchi à cette idée de plateforme que je présentais régulièrement à mon ancien maître de stage, qui était Frédéric Granotier. C'était le DAF de Self-Trade. Donc c'était 10 ans avant, j'avais fait un stage chez lui. Et donc régulièrement, je venais lui présenter le projet. Et à un moment, je lui dis, ça va être trop dur de faire ça tout seul. Et à ce moment-là, il me dit, j'ai Geoffroy qui travaille avec moi en ce moment et qui souhaiterait également se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Donc voilà, il nous a présenté, il nous a mariés. En l'occurrence, on était dans la même promo à HEC avec Geoffroy, donc on se connaissait déjà. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Alors après, peut-être aussi pour rebondir un peu sur ce que disait Geoffroy sur qu'est-ce qui fait qu'une association dure. Je pense aussi qu'on a, Geoffroy et moi, une loyauté l'un envers l'autre, ce qui est assez essentiel. Et surtout, on se fait confiance sur nos zones de compétences. On n'est jamais en compétition sur tel ou tel sujet. Donc on se répartit les tâches et le leadership sur nos zones respectives. Et ensuite, effectivement, on est très outspoken l'un vis-à-vis de l'autre. Donc des fois, le ton peut monter, mais il n'y a jamais d'agressivité. Waouh! Dans cette rubrique La Claque, ça permet d'enchaîner avec ce que tu disais, Charles, c'est qu'en fait, on a l'impression que vous décrivez un monde où tout est parfait et idyllique, et c'est vrai qu'en grande partie, vos chiffres et le succès d'United Credit confirment que ça va quand même vraiment plutôt bien. Le montant des levées de fonds, le nombre de collaborateurs, la croissance des volumes de crédits octroyés, votre impact sur la société. Et pourtant, on imagine que dans le parcours de l'entrepreneur, comme un champion de sport que j'évoquais tout à l'heure, il peut avoir aussi des hauts et des bas. Alors, est-ce que vous avez en tête une claque importante, individuelle ou collective, que vous auriez subie en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne, pas trop ancienne éventuellement, ou pourquoi pas très ancienne si vous pensez qu'elle a été aussi formatrice? Moi, personnellement, Geoffroy, j'ai eu une grosse claque, on va dire, à mi-parcours. Donc en 2014, 5 ans après la création, puisque se sont cumulés des sujets personnels, pas gravissimes mais très fatigants, et des gros soucis pro. En gros, c'était la première crise de croissance de United. On était 50 à l'époque, en 2014, et en l'espace de 3-4 mois, 3 des 10 plus importants collaborateurs de l'entreprise sont partis. On était en train d'accélérer. Il y a des personnes qui étaient là depuis le début qui n'arrivaient plus. Des gens qui sont partis parce que vous avez voulu qu'ils partent, ou est-ce que c'est des gens qui ont décidé de partir? C'est majoritairement des gens à qui on a dit qu'il fallait qu'ils partent, que c'était bien pour la boîte parce qu'ils n'arriveraient pas à nous faire franchir la prochaine étape de croissance. Et donc ça, c'était quand même un énorme choc dans un délai si court de voir partir des personnes qui étaient là depuis le début. Et surtout qu'avec Charles, on sentait la chose venir depuis 6-12 mois, cette un peu crise de croissance. Et donc, avant de dire à ces personnes de partir, il a fallu trouver des remplaçants et puis gérer intégralement la transition. Et je me souviens d'un moment où, suite à ces 3 départs, un collaborateur de l'entreprise est venu me voir, s'adresser à moi, et m'a dit « Geoffroy, il y a eu beaucoup de départs, est-ce que tu es le prochain à partir ?»
Et donc là, j'ai dû lui expliquer que, en fait, c'était une décision qu'on avait prise avec Charles, dure à prendre, mais nécessaire. Et donc, on avait les choses sous contrôle. Et rétrospectivement, on a trouvé que c'était une bonne chose d'avoir fait ça de façon groupée, ces départs, puisque ensuite on est réentré dans une phase de stabilité qui a duré plusieurs années. Mais voilà, c'est un moment quand même épuisant physiquement et moralement. Oui, on imagine qu'en plus, c'est des situations. C'est des situations aussi humaines difficiles parce que dans beaucoup d'entreprises, il y a ces moments de croissance parfois qui s'arrêtent ou qui freinent, parfois juste après une levée de fonds. Et on doit demander à des collaborateurs, alors qu'évidemment il n'y a rien de personnel, mais de quitter le navire. Et il y a des chamboulements émotionnels, y compris dans les équipes. Est-ce que toi, Charles, tu partages la même claque ou est-ce que tu en as une autre à nous faire partager qui peut nous faire grandir aussi ensemble ? Alors, forcément, nous, avec Geoffroy, on se voit comme un avion bimoteur. Donc forcément, quand un moteur a un peu plus de mal, l'autre moteur tire un peu plus et a également un peu plus de mal. Donc ça, c'était cette phase-là. Chez moi, elle correspondait au lancement de l'internationalisation de United. Donc on a lancé en 2016 l'Italie, un an après l'Espagne, puis le Portugal, puis l'Allemagne. Donc moi j'ai eu une phase de 2-3 ans où je gérais beaucoup de sujets en direct de lancement et j'avais très 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 mal au cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment j'avais beaucoup trop d'informations à ingérer, à analyser, à digérer. Et à un moment, c'était trop, quoi. L'ordinateur, là, il avait plus de mémoire vive. Donc, j'ai eu 2-3 ans où ça m'a fatigué intellectuellement. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors, en guise de carte blanche, j'aimerais vous parler d'un projet entrepreneurial mené par un ancien de United Credit. Le projet, et qui est maintenant une société réellement existante, c'est Nous Anti-Gaspi. C'est un réseau de boutiques, je crois qu'il y en a aujourd'hui entre 8 et 10 en France, tout simplement qui revend au grand public les produits, les fruits et légumes principalement, qui sont imparfaits et donc qui ne trouvent pas de débouchés dans la grande distribution. Je trouve que c'est un magnifique projet qui s'inscrit pleinement dans l'air du temps, en particulier dans cette période post-Covid où on va devoir consommer mieux, devoir consommer moins et devoir consommer de façon plus raisonnée. Donc nous, Anti-Gaspi, je tiens à tirer mon coup de chapeau à cette superbe boîte et à un de ses fondateurs qui est un ancien d'United Credit. C'est Charles Lottmann qui était chez nous il y a quelques années encore, pour une courte période certes, mais sur des projets de stratégie et de gestion de projets, et qui a cofondé cette entreprise. Et je voudrais vraiment lui tirer mon coup de chapeau. Pour moi, le fait que des anciens de United Credit créent leur boîte, c'est un peu le Graal, c'est un peu le rêve de tout entrepreneur de donner naissance à des vocations entrepreneuriales. Et moi-même, cofondateur de United Credit, j'ai chopé le virus de l'entrepreneuriat grâce à Frédéric Granotier, qui était le cofondateur de Poweo, qui est ensuite devenu Poweo Direct Energy et qui a été racheté par Total pour quasiment 2 milliards d'euros il y a 18 mois et qui m'avait transmis ce virus de l'entrepreneuriat. Donc Charles Lottmann, eh bien, j'espère que ce sera un des anciens de United Credit, un des anciens Unis, comme on les appelle, qui créera de très très belles aventures entrepreneuriales. Peut-être avant tout, je voulais rappeler ce qu'était Sista, parce que c'est intéressant. Là, on se retrouve face à deux entrepreneurs ultra brillants, mais qui sont justement emblématiques
comme je le suis aussi et d'autres, hein, donc il n'y a pas de critique et de reproche évidemment à votre endroit, Charles et Geoffroy, mais vous êtes deux hommes blancs, brillants, issus des grandes écoles, et c'est vrai qu'on se pose aussi la question de la diversité. Alors on l'aborde sous l'angle de la mixité, du gender balance, et on est assez sensible à l'initiative qui a été lancée par des entrepreneurs au féminin, tels que Tatiana Jama et voilà, Céline Lazorte. Et donc c'est intéressant parce qu'elles ont beaucoup d'écho, y compris dans le monde des investisseurs, parce que parfois elles mettent en lumière le fait qu'il y a des biais, y compris dans la sélection des dossiers d'investissement des fonds de capital risque. Donc finalement, on pourrait considérer qu'il y a un biais qui commence par les classes préparatoires, par les grandes écoles, les universités, jusque dans les fonds d'investissement, et puis après aussi dans le milieu des startups eux-mêmes, les entrepreneurs au sens fondateur, entrepreneurs, mais aussi les collaborateurs des startups qui sont souvent plus masculins. Et on a un baromètre qui le démontre avec EY chaque année d'impact social et économique, et qui montre que moins de 10% des start-upers sont des start-upeuses. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait vous donner la parole là-dessus. La personne auquel on a pensé pour cette rubrique Sista, c'est Alix de Sagazan, qui est cofondatrice avec Rémi Aubert de ABTesti, des solutions technologiques logicielles d'amélioration de l'expérience utilisateur, notamment par les AB tests. Effectivement, ce qu'on fait Rémi et Alix avec ABTesti, c'est juste phénoménal. Si vous avez une question à poser à Alix, quelle serait-elle? On aura le plaisir d'entendre notre associé Solène lui poser en votre nom. Vous avez un message. Oui, alors une question qui est liée au fait que Alix soit parti récemment aux États-Unis, qui est un choix hyper courageux pour accélérer le développement de sa boîte et aller signer des très très grands comptes aux États-Unis. Et partant du principe que Alix incarne une grande partie de la culture de ABTesti, avec une énergie et un leadership hors du commun, comment on fait pour continuer à être l'animateur de la culture, le chef d'orchestre de la culture, quand on est sur un autre continent? C'est un truc qui m'étonne et qui m'intéressera, pour lequel il m'intéressera d'avoir la réponse. Magnifique. Bah, on ira se faire le porte-parole à travers Solène, qui est l'associée de Thomas et qui est une super envoyée spéciale. On va aller poser la question à Alix et on aura la réponse, bien entendu, au moment de la diffusion du podcast sur United Credit de Charles Egli et Geoffroy Guigou. Et maintenant, on arrive à la conclusion. Donc, la conclusion, c'est surtout vous remercier infiniment parce qu'on a passé un moment intéressant à mieux comprendre un domaine qui parfois peut être celui de l'argent, celui de la finance, donc dans lequel le plus grand public a peut-être plus de mal à rentrer. Et c'est intéressant de voir avec le regard humain de deux associés qui ont créé très jeunes une entreprise qui est aussi grosse aujourd'hui, que l'aventure financière est également une aventure humaine. Donc merci beaucoup pour ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Thomas, mais j'ai vraiment apprécié ce moment. Ouais, je retiendrai la couillonne, le culot, l'audace et la persévérance qui sont des traits de caractère importants, je pense, à partager au monde des entrepreneurs et au-delà. Il ne faudra plus jamais laisser personne dire que la finance et les fintechs, ça peut être chiant et aride. C'est sympa de voir qu'il y a vraiment du monde derrière. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Thomas, Olivier. Merci. Et maintenant, on découvre Alix Sagazan d'ABTesti. On retrouve l'assistade de Charles et Geoffroy. C'est l'une des entrepreneurs la plus proche d'entrer au Next 40 car elle est déjà dans le FT 120. Elle est cofondatrice avec Rémi Aubert d'ABTesti. J'ai nommé Alix de Sagazan. Alix, bonjour. Bonjour Solène. Alix, si j'étais une enfant de 5 ans, comment tu me présenterais ta boîte? Alors, une enfant de 5 ans, ça tombe bien parce que j'ai un fils de 5 ans. Donc, je lui explique que maman aide les sites internet, parce qu'il sait quand même ce que c'est qu'un site internet, à améliorer les images, les boutons, les couleurs, et qu'on essaye de faire le plus beau site du monde pour chaque personne, et que lui, il n'aura pas le même site que le copain de sa classe, parce que maman, justement, elle travaille à personnaliser les sites
et à faire en sorte que chaque personne voit une version différente du site internet. Et que du coup, il clique. Exactement. Et que du coup, en plus de ça, maman aide les sites internet à ce qu'ils cliquent plus. Du coup, ça fait 2 mois qu'on vit une situation un peu particulière. Et en 2 mots, comment se porte le business ? Eh bien, étonnamment bien. On a beaucoup de clients qui utilisent notre plateforme justement pendant la crise parce que besoin de réagir très vite sur leur site, de mettre des messages d'urgence, de personnaliser, de tester plein de choses, puisqu'il y a énormément de nos clients qui justement ont leur business qui ne passe plus que par le digital. Donc au contraire, on voit une énorme augmentation de l'usage de la plateforme et des clients plus actifs que d'habitude. À part pour le travel où évidemment là c'est un petit peu plus compliqué, mais le reste des secteurs se porte plutôt bien de notre côté. Pour notre dernière question, je me fais le porte-parole de Charles et Geoffroy, qui nous disaient que c'était hyper courageux ce que tu avais fait de partir aux États-Unis, que tu es une entrepreneur hors du commun et que tu incarnes une grande partie de la culture d'Abetesti. Et alors leur question, ils se demandaient comment on continue le chef d'orchestre de la culture de sa boîte quand on est sur un autre continent. C'est une très bonne question. Très bonne question. Alors justement, je reviens sur ce que tu disais au début. Nous, on est 2 cofondateurs, Rémi et moi. Donc effectivement, le fait de partir, ça fait quelque chose. Mais moi, j'ai quand même mon associé qui est encore en France. Et qui est là aussi, qui fait aussi du coup partie de la culture de la boîte, donc qui est aussi là pour insuffler cette culture. Et puis on a fait quelque chose d'assez particulier avec Rémi, c'est que on a quelqu'un de chez nous qui était avant dans notre équipe client, qui est devenu Chief Culture Officer chez Abetesti. Justement, donc moi je suis aux États-Unis, mais on a aussi des bureaux au UK, en Allemagne, en Espagne et à Singapour, donc on est vraiment un petit peu partout. Ce qui fait qu'en fait, on a ce poste qui est très important chez nous parce que c'est quelqu'un qui est là pour faire vivre en fait la culture. Donc c'est quelqu'un qui travaille étroitement avec Rémi et moi-même pour faire vivre la culture. Alors évidemment, dans les 2 continents dans lesquels on est, la France et les États-Unis, enfin les 2 pays dans lesquels on est, la France et les États-Unis, mais aussi dans les pays dans lesquels on n'est pas forcément physiquement. Et donc c'est quelqu'un qui est sur ce poste depuis 1 an. Ouais. Et ça marche très bien parce que on communique beaucoup et et cette personne nous aide à justement faire vivre la culture chez Abetesti. Et concrètement, et je pense que c'est quand même assez... et pour nos éditeurs, est-ce que tu as quelques exemples en fait concrètement de son rôle et de ce qu'il fait pour remplir bien sûr. Alors bien sûr. Alors par exemple, c'est elle qui est en charge de l'onboarding. Donc c'est elle qui est un peu le chef d'orchestre de l'onboarding. Donc quand les gens arrivent, ils sont tout de suite plongés. Donc ils ont tout un onboarding sur tous les métiers chez Abetesti, mais aussi beaucoup sur la culture. Donc c'est elle vraiment qui gère tout l'onboarding. Ensuite, on fait par exemple une gazette tous les mois interne avec toutes les nouvelles de la boîte. Là, typiquement, pendant le Covid, c'est elle qui a lancé. On a mis plein de challenges en place. Par exemple, vous pouvez voir ça sur notre LinkedIn ou notre Facebook, un Work from Home Challenge où tout le monde doit se prendre en photo. Et puis ensuite, on gagne des points et on reverse une partie des bénéfices justement au Covid. Et toutes ces initiatives-là qui sont autour de la culture, c'est elle qui les porte, c'est elle qui les organise. Elle envoie par exemple un mail tous les lundis matin justement, là pendant que tout le monde travaille depuis la maison, avec les challenges de la semaine pour booster le moral des équipes. Elle s'assure que toutes les équipes dans tous les pays font des réunions tous les jours. Voilà, plein de petites choses comme ça qui font que on est comme ça en contact constant avec toutes les équipes. Et qui permet de continuer à insuffler cette culture que vous avez mis en place avec ton associé. Merci beaucoup Alix, et je te dis à l'année prochaine pour le Next 40. Ça marche, merci Solène, à bientôt. À bientôt. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.